Bonjour à tous et bienvenue sur Homéopop. Je suis le docteur Antoine Dermini, médecin homéopathe. Du temps s'est écoulé depuis ma dernière vidéo. J'en suis navré. Je vais essayer de poster un peu plus régulièrement. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est dur de suivre, de tenir un rythme. J'ai notamment eu plusieurs activités d'enseignement et aussi la reprise d'une école, l'école suisse romande d'homéopathie uniciste, qui demande beaucoup de boulot. Je vous encourage d'ailleurs à aller visiter le site de l'école si ça vous intéresse. Il y a toute une rubrique sur les actualités de l'homéopathie, mais aussi toutes les formations que l'on propose et que l'on va développer de plus en plus au cours de l'année. Donc je vous encourage à vous inscrire à la newsletter du site pour être au courant de toutes les actualités, toutes les formations de l'école. Et même si vous n'habitez pas en Suisse, mais que vous venez d'un autre pays francophone, il y aura aussi des formations que l'on pourra suivre à distance. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est une vidéo qui est extraite du module d'introduction sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, au sujet de la recherche en homéopathie, de toutes les recherches déjà menées, les recherches cliniques fondamentales sur les très hautes dilutions. Et vous verrez qu'il y a eu énormément de recherches menées, également de la recherche sur des modèles animaux, sur l'agro-homéopathie. Donc que l'on ne vienne pas dire qu'il n'y a aucune recherche ou que c'est un effet placebo, car quand on donne des granules à un animal ou qu'on observe la croissance des têtards ou quand on fait ça sur des cultures de plantes, c'est compliqué d'avoir un effet placebo. Donc voilà, 30 minutes de vidéo pour faire taire ou tout au moins faire taire les détracteurs ou tout au moins commencer à instiller l'idée qu'il pourrait peut-être quand même y avoir quelque chose dans cette fabuleuse médecine. Donc je vous souhaite bien du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à la partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec l'homéopathie face à la science. On va commencer avec le paradoxe des hautes dilutions, un petit aperçu des recherches menées sur les très hautes dilutions. Donc, dans le contexte du vivant de Hahnemann, les très hautes dilutions ne choquent personne. À l'époque, les critiques de l'homéopathie peuvent être d'ordre médical, économique, social, mais pas scientifique. 1810, c'est la publication de l'Organon par Samuel Hahnemann et les débuts de l'homéopathie. En 1811, seulement Avogadro introduit le concept de molécule. À l'époque, on reproche à Avogadro de faire des hypothèses non vérifiables par l'expérience. Pendant un siècle, il y a une lutte scientifique entre les atomistes, partisans d'Avogadro, et les énergéticiens, qui prétendaient que seule l'énergie existait. Finalement, les recherches d'Einstein vont réconcilier tout ce monde, mais cela arrivera bien plus tard. Donc en 1913, le physicien Jean Perrin démontre l'existence de la constante d'Avogadro et que les atomes sont réels. C'est donc la victoire des atomistes sur les énergéticiens. C'est l'avènement de l'atome qui balaye les théories des énergéticiens et les fondements de l'homéopathie. C'est le début du déclin de l'homéopathie et le bannissement des pratiques médicales jugées non scientifiques. Plusieurs écoles et hôpitaux homéopathiques ferment au cours de la décennie 1910-1920. Donc le nombre d'Avogadro, qu'est-ce que c'est? Cela définit que dans une mole, il y a 6 fois 10 puissance 24 particules. Ce qui implique que dans une solution initiale, qui contiendra donc 10 puissance 24 molécules par litre, si on la dilue au centésimal, on obtient que on aura 10 puissance 22 molécules dans cette solution, ce qui fait que au-delà de la 12 CH, la 12e dilution centésimale, il n'y a théoriquement plus aucune molécule. Voilà, donc on peut dire que la médecine et l'industrie chimique se sont arrêtées dans leur connaissance en physique en 1913. Pourquoi ils se sont arrêtés là? Parce qu'après,
est arrivée la physique quantique, donc de 1921 à 1930. Développement de la physique quantique avec un nouveau cadre de pensée où il n'y a plus de matière mais seulement de l'énergie et des vibrations. Toute matière peut être représentée comme un paquet d'ondes, donc de manière immatérielle. C'est la fameuse formule E égale mc2. La matière n'est qu'une forme d'énergie condensée. Le vide quantique. En 1947, l'expérience du décalage de Lamb nous montre que l'espace n'est pas vide, mais un milieu dynamique où les particules virtuelles jouent un rôle actif, modifiant la réalité des particules réelles. Le vide, ce n'est donc pas rien, ce n'est pas non plus le néant, mais c'est un espace rempli d'énergie. En permanence, des paires de particules, particules et antiparticules, apparaissent et disparaissent. C'est la fluctuation du vide. Le vide quantique est donc une sorte de mer d'énergie, invisible mais influente. L'univers quantique est un domaine vivant où même le vide interagit avec la matière. L'application de ces connaissances de physique quantique à l'eau. Donc l'eau, c'est capital, c'est 70% de la masse du corps humain et c'est 99% du nombre total de molécules dans le corps humain. Au niveau quantique, l'eau visible, donc l'eau visible prend la forme d'un seul liquide homogène. Par contre, au niveau moléculaire, il y a des fluctuations locales permanentes entre un état de haute ou de basse densité. À chaque instant, certaines molécules d'eau s'excitent au contact des photons virtuels qui sont présents dans le vide quantique, qui n'est donc pas vide. L'eau pulse en permanence entre deux états, un état d'excitation à basse densité et de non-excitation à haute densité, que l'on peut voir sur ce schéma. L'état fondamental et l'état excité. On peut représenter ça sous forme d'une grille de 100 nanomètres de côté. Chaque case oscille entre une haute densité, c'est un domaine incohérent, et une basse densité, un domaine excité, un domaine cohérent. Si on associe le chiffre 1 à un domaine cohérent et 0 à un domaine incohérent, la grille de l'eau devient une suite binaire. Il y a 10 puissance 15 domaines de cohérence dans 1 cm3 d'eau, ce qui fait qu'il suffirait de 2 litres d'eau pour coder l'ensemble des livres de la planète, soit environ 200 000 téraoctets. Si on disposait d'une technologie qui permettait de coder et d'enregistrer l'information choisie dans l'eau. Donc, un domaine de cohérence peut se répandre via des échanges de photons entre les molécules voisines, définissant une fréquence puis une longueur d'onde. Les molécules d'eau peuvent alors vibrer collectivement de manière identique et se propager comme toute onde et être captées par des appareils de mesure ou par d'autres molécules d'eau à distance. Une application de ces recherches sur la communication cellulaire montre qu'il peut y avoir plusieurs manières de communiquer au niveau cellulaire. La communication moléculaire, la communication classique, qui est connue dans la médecine classique, des molécules spécifiques, endogènes et exogènes, captées par des récepteurs membranaires. Mais il peut aussi y avoir une communication par résonance, avec la dilution et la dynamisation créent des domaines de cohérence aqueux qui peuvent transmettre une information, et une communication biophysique, des fréquences électromagnétiques issues de sources biologiques et environnementales, qui peuvent faire donc passer une information du niveau extracellulaire à intracellulaire. L'eau agit donc comme un convertisseur numérique analogique. Elle capte des fréquences émises par la matière à son contact, et elle les transcode en une information exploitable par le système qu'elle compose. Un peu comme un enregistrement d'un transistor, d'une onde radio, que l'on convertirait en signal binaire pour un signal MP3. C'est le passage de l'analogique au numérique. L'application à l'homéopathie maintenant. Donc,
l'enregistrement de l'information, lorsque le principe actif, la teinture mère, par exemple, est au contact de l'eau, leur spectre de fréquence entre la teinture mère et l'eau entre en résonance. Il y a alors un transfert d'énergie qui modifie les domaines de cohérence présents dans l'eau. Ainsi, l'eau enregistre dans sa grille de domaines de cohérence une partie du rayonnement du principe actif de la teinture mère initiale, par exemple. Ensuite, le rôle de l'agitation. L'agitation, donc la succussion entre chaque dilution, ça permet d'arracher des nanoparticules au récipient et de créer des nanobulles d'air. Ces nanobulles d'air permettent, autour de ces nanostructures, de se former une eau interfaciale en 2D qui sera propice au domaine de cohérence. On retrouve notre grille de plein de petits carrés que l'on a vu tout à l'heure qui permet d'enregistrer une information sous cette forme d'eau interfaciale autour des nanobulles. Et ensuite, par effet de résonance, l'agitation duplique les domaines de cohérence. Et au fur et à mesure des dilutions, on retire de la matière qui n'est pas de l'eau, il y a de moins en moins de teinture mère présente, et on ajoute de l'eau. Donc il y a de plus en plus d'eau. Donc plus on dilue, plus on duplique les domaines de cohérence imprégnés par le principe actif, même si ce dernier n'est plus présent. Et comment avoir le maximum d'informations stockées, pour en revenir à aux 2 téraoctets par exemple qui permettraient de stocker les livres, pour avoir le plus d'informations possible, il faut avoir le maximum d'eau. Donc au plus on retire de la matière, au plus on a de l'eau, donc au plus les dilutions peuvent emmagasiner de l'information. Ce qui explique que certaines dilutions, 200, 1000 K ou 10 000 K, vont pouvoir être de plus en plus puissantes d'un point de vue homéopathique. La loi de similitude, donc lorsque le remède homéopathique entre en relation avec l'eau du corps, l'eau va devoir choisir entre 2 fréquences. Soit elle reste en résonance avec la fréquence de l'élément pathogène, de l'élément perturbateur pour la santé, auquel cas il ne se passe rien, soit l'eau se met en résonance avec la fréquence du remède homéopathique. Le corps ne peut pas être en résonance avec 2 sources distinctes de fréquences identiques. Ce serait comme écouter 2 stations de radio en même temps avec le même récepteur. Donc si le médicament homéopathique est bien adapté à la maladie, avec une fréquence proche de l'élément pathogène ou perturbateur, le corps va entrer en résonance avec la fréquence du remède homéopathique, et il n'y aura plus de transfert d'énergie entre l'eau du corps et l'élément pathogène perturbateur. Il y a donc élimination du pathogène qui n'a plus d'énergie et n'est plus en résonance avec le corps. Donc tout ça, ce sont les travaux de recherche sur l'eau, sur la physique quantique appliquée à l'eau. Donc si on peut stocker une information dans de l'eau, peut-on le mesurer en laboratoire? Est-ce que ces effets ont été vérifiés? Donc ça, c'est tout le champ des expériences sur les très hautes dilutions. Il y a eu plusieurs manières d'essayer de mesurer cet effet. Il y a eu des expériences via la spectroscopie Raman. Ça permet d'observer un spectre de fréquence de diffusion pour chaque matériau analysé, comme une sorte de carte d'identité du matériau. Selon la physique classique, il ne devrait y avoir aucune différence entre le spectre de fréquence de l'eau normale et celui d'une solution fortement diluée. Si l'homéopathie ce n'est que de l'eau, on ne devrait voir aucune différence en spectroscopie. Et pourtant, dès 1977, Claudine Lu analyse une solution de bryonia diluée jusqu'à 30 CH, et elle observe une variation de l'intensité des raies de fréquence par rapport à la solution témoin qui ne contenait que de l'eau. En 2016, Tandra Sarkar observe des différences significatives entre des solutions de sulfure et de natrum muriaticum en 30 CH, 200 CH et 1000 CH par rapport aux solutions témoins au éthanol. La thermoluminescence est une autre méthode qui permet d'essayer de mesurer une différence sur les très hautes dilutions.
Donc, c'est une technique utilisée dans plusieurs domaines, archéologie, géologie, médecine, biologie, pour étudier la structure des éléments. Selon la structure du matériau, les fréquences de la lumière produite, la thermoluminescence, va changer. Les expériences de Reid en 2003 et Van Wyck en 2006, ils ont étudié différentes dilutions de chlorure de lithium jusqu'à 15 CH. Le chlorure de lithium casse les liaisons hydrogène de l'eau, mais en théorie, au-delà de 12 CH, donc la limite d'Avogadro, il ne devrait pas y avoir de diminution des liaisons hydrogène, puisqu'il n'y aurait théoriquement plus de chlorure de lithium dans la solution. Et pourtant, on observe bien une diminution des liaisons hydrogène, y compris pour la dilution 15 CH. Dégranulation des basophiles. Donc Bernard Poitvin est un jeune médecin homéopathe et il était en train de faire un stage de recherche à l'INSERM. Il propose d'étudier les effets d'un remède homéopathique sur la dégranulation des basophiles, donc dans le mécanisme de la réaction allergique. À l'époque, Jacques Benveniste, chercheur à l'INSERM, lui répond « Essayez si vous voulez, mais il n'y aura aucun effet car les hautes dilutions, c'est simplement de l'eau. » Il n'y croyait pas. À l'époque, Jacques Benveniste était potentiellement en course, pour un prix Nobel. Il avait notamment découvert le platelet activation factor, et c'était un chercheur très reconnu et brillant. Et pourtant, Poitvin donc observe que les dilutions d'Apis mellifica à 9 et 15 CH diminuent l'activation des basophiles exposés à des allergènes. Donc pour confirmer ces résultats, Benveniste étudie l'effet de dilution d'anticorps anti-IgE sur l'activation des basophiles. Donc il ne prend pas de médicaments homéopathiques comme le Apis mellifica de son jeune collègue, mais là il prend des anticorps anti-IgE qui va diluer très fortement et regarder si malgré cette dilution, il y a toujours un effet sur la dégranulation des basophiles. Donc dans son expérience, on s'attend à un pic logique avec l'effet pondéral attendu, la réponse classique aux faibles dilutions, conforme à la pharmacologie traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un principe actif qui agit. Mais il observe un deuxième pic illogique, c'est-à-dire un deuxième pic d'activité qui apparaît à très haute dilution, alors qu'il n'y a plus de principe actif mesurable, ce qui est contraire à la physique classique. Donc il va pousser l'expérience jusqu'à des dilutions de 60 CH, en équivalent 60 CH. Malgré le codage des tubes et la réalisation en double aveugle, il observe des pics successifs au fur et à mesure des dilutions. Et les résultats sont significatifs. On peut voir les points noirs à chaque fois qui correspondent à la dégranulation des basophiles par les anti-IgE. Les points blancs, c'est la solution témoin avec des anti-IgG qui n'activent pas les basophiles. Donc tout ça dilué jusqu'à 10 puissance moins 120, ce qui serait l'équivalent d'une 60 CH à peu près. Donc on voit bien ces pics successifs malgré l'augmentation des dilutions. Donc en 1988, il publie ses résultats dans Nature, une revue spécialisée de renommée internationale pour la médecine et la science. La communauté scientifique mondiale réagit vivement. Pendant les 2 années qui suivent, Benveniste refait l'expérience plus de 200 fois pour démontrer un effet réel, à chaque fois en améliorant son protocole pour essayer au maximum de répondre aux critiques, pour éviter toute trace de contamination ou tout élément qui pourrait fausser les résultats. Dans les années 1990, d'autres chercheurs, dont le docteur Ennis, qui était sceptique initialement, qui au début voulait refaire cette expérience pour prouver que Benveniste avait tort, et finalement il reproduit des effets, des résultats similaires de manière significative. Dans les autres expériences notables sur les très hautes dilutions, en 1992, une équipe a mené des dilutions d'aspirine jusqu'à 10 puissance moins 60, et à cette dilution, on retrouve une induction d'une activité pro-agrégante et pro-thrombotique, donc l'inverse des effets de l'aspirine à dose pondérale.
Et en 1994, une étude sur des dilutions d'hormones thyroïdiennes à 10 puissance moins 30, donc l'équivalent d'une 15 CH, sur des grenouilles immatures. La thyroxine diluée retarde leur développement, donc un effet contraire à la thyroxine à dose pondérale. En 2011, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel pour la découverte du virus du sida, euh, il mène des expériences sur des dilutions de Borrelia. Donc il extrait l'ADN de Borrelia, euh, qu'on retrouve dans le pathogène de la maladie de Lyme, véhiculé par les tiques. Il le dilue au-delà de la limite d'Avogadro, puis il réalise une PCR à partir de la dilution afin de reconstituer l'ADN. Et l'ADN de Borrelia se reconstitue par PCR avec cette solution diluée. Cette expérience prouve donc que l'eau préserve l'information de la séquence d'ADN initiale du Borrelia. Il y a donc une convergence de résultats, que ce soit en spectroscopie Raman, que ce soit en thermoluminescence, que ce soit sur la dégranulation de basophiles, que ce soit sur des recherches d'ADN et de PCR. Donc ce sont des protocoles très différents, des équipes indépendantes, et une même conclusion, l'eau semble conserver quelque chose, une information. Sur plus de 200 études, 72% révèlent des propriétés physico-chimiques mesurables et spécifiques aux remèdes homéopathiques. C'est une étude du professeur Tournier qui est parue dans le Journal of Alternative Complementary Medicine. C'est l'équipe du Homeopathy Research Institute qui a mené cette étude. Donc en observant ces expériences variées avec des protocoles différents, mais des résultats concrets et significatifs, cela devient difficile de continuer d'affirmer que les hautes dilutions n'ont pas d'effet biologique. Ces expériences montrent que l'eau serait capable de sauvegarder une information matérielle sous une forme immatérielle encore inconnue, même si nous avons des pistes avec ces nanostructures et cette eau sous forme quantique qui peut coder de l'information. Donc en laboratoire, c'est une chose, mais chez les patients, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais vous parler de l'étude EPI3. C'était une étude menée sur 825 médecins généralistes. Certains étaient homéopathes, d'autres allopathes, donc médecine classique, sur 8559 patients et 5 ans de suivi. Ce programme d'étude a été confié à un comité d'experts indépendants présidé par le professeur Bégaud, qui était président de l'unité d'INSERM. Il s'agissait d'évaluer la place de l'homéopathie en médecine générale en France et son intérêt pour la santé publique. L'étude montre que chez les patients suivis par un médecin homéopathe, pour des pathologies équivalentes, il y avait une prescription de 57% d'antibiotiques en moins dans les infections des voies aériennes supérieures, 46% d'anti-inflammatoires en moins dans les douleurs musculo-squelettiques, et 71% de psychotropes en moins dans la catégorie troubles du sommeil, anxiété, dépression. L'étude de Heiner Frey en Suisse, qui a étudié des cas complexes, donc l'étude est conçue pour évaluer de façon prospective le traitement de patients multimorbides qui ont au moins 3 maladies ou diagnostics différents. Donc 50 patients suivis sur 1 an, avec 3 diagnostics parmi asthme, allergie, eczéma, rhumatisme, arthrite, etc., problèmes cardiaques, d'estomac, côlon irritable, céphalée, migraine, dépression, anxiété. Les résultats montrent que, après 1 an de suivi, 86% des patients ont atteint une amélioration moyenne, une amélioration estimée à 91%. À chaque fois, il revoyait ses patients mois après mois, et puis il demandait de scorer, de faire un score sur leurs symptômes, et du coup, ce score traduisait une amélioration moyenne de 91% sur une année de suivi. Les essais randomisés contrôlés. Donc, à un plus haut niveau de preuve scientifique, on retrouve 255 essais contrôlés randomisés publiés qui couvrent 136 maladies différentes, dont 166 essais en double aveugle randomisés et contrôlés par placebo.
On retrouve des résultats positifs dans 42% de ces études et non concluants dans 54% et négatifs dans 3%. En comparaison avec la médecine conventionnelle, l'analyse de 1016 revues d'essais contrôlés randomisés montre des proportions assez similaires. Donc, en homéopathie, sur ces 255 essais, 42% positifs, et en médecine conventionnelle, sur les 1016 essais, il y avait 44% d'effets positifs, et non concluants dans 49%, et délétères dans 7%. Donc, les résultats positifs et négatifs sont très proches de ceux observés en médecine conventionnelle. Que pourraient dire les mauvaises langues face à cela? On pourrait dire oui, mais en homéopathie, ce sont probablement des études de qualité médiocre. Un article du Lancet en 2005 a comparé 110 essais cliniques en homéopathie et en médecine conventionnelle sur des sujets équivalents. En homéopathie, on retrouve des essais de haute qualité dans 19% de ces essais, et en médecine conventionnelle, de 8% des essais de haute qualité. Que retrouve-t-on dans ces études de haute qualité? Il y avait une étude par exemple sur la diarrhée chez l'enfant, avec un traitement homéopathique individualisé, une méta-analyse de 3 essais cliniques contrôlés par placebo sur 242 enfants de 6 mois à 5 ans, qui montre une diminution de 20% des symptômes de la diarrhée, de la durée de la diarrhée par rapport au placebo, et c'était significatif. Une autre étude sur le rhume des foins et la prescription de Galphimia glauca sur 1038 patients, effet significativement supérieur au placebo, avec 79% de taux de guérison, ce qui est comparable aux antihistaminiques conventionnels, mais sans effet secondaire. Vertigo-Hill, traitement des vertiges, donc comparaison en double aveugle entre le Vertigo-Hill et les thérapies classiques, bétaïstine, diménidrate ou ginkgo biloba. On n'observe aucune différence significative entre les deux traitements. Il y avait une très légère supériorité pour l'homéopathie, mais qui était non significative, par rapport au nombre de crises, à la durée et à l'intensité. Donc des effets similaires entre l'homéopathie et le traitement conventionnel dans les vertiges. Dans les soins de support en oncologie, Dr Frass, spécialiste en médecine interne dans un service d'oncologie, il observe chez des patients atteints de cancer du poumon une augmentation significative de la qualité de vie et de la durée de vie, de la durée de survie avec un traitement homéopathique suivi en parallèle au traitement conventionnel. Donc les résultats étaient significatifs. Méta-analyse. Il y a 5 revues systématiques qui avaient été réalisées entre 1991 et 2005. Il y en a eu d'autres depuis qu'on verra après, sans différenciation de critères de traitement. Sur ces 5 revues systématiques, 4 montraient un résultat positif, suggérant des effets au-delà du placebo, et une montrait un résultat négatif. Or, ce fut la plus citée et la plus reprise dans les médias. Comment expliquer cela? On appelle ça le biais de plausibilité. Un biais de jugement qui tend à réfuter des résultats, même significatifs, faute d'explications plausibles. Comme en témoigne la conclusion d'une de ces méta-analyses de 1991, où les auteurs concluent: la quantité de preuves positives, même dans les meilleures études, nous a surpris. Sur la base de ces preuves, nous serions prêts à accepter que l'homéopathie puisse être efficace, pas très bien si la phrase s'arrête là, si seulement son mécanisme d'action était plus plausible. Donc c'est ce biais de plausibilité qui fait dire que s'il n'y a pas d'explication plausible, on a tendance à remettre en question les résultats, même s'ils sont significatifs. Il y a eu beaucoup de bruit à propos du rapport australien de 2015. Donc au printemps 2015, les grands médias du monde entier vont relayer les conclusions du rapport australien NHMRC. Aucune preuve fiable d'efficacité pour aucun des 61 problèmes de santé évalués. Ça, c'était les conclusions. Mais un travail d'enquête a révélé les détails suivants. Il y a eu 2 rapports, 2 comités d'analyse et une méthodologie modifiée. Donc 2 documents qui avaient des conclusions différentes. Le premier en août 2012, dissimulé au grand public, qui montrait des effets concluants pour l'homéopathie. Et l'autre rapport en mars 2015, qui est le seul à avoir été publié.
Donc le NHMRC, pressé par le Sénat, avoue en mai 2018 ne pas avoir utilisé une méthodologie scientifique reconnue et standard pour le deuxième rapport. Ils n'ont analysé que 176 études dans le deuxième rapport et non 1800 comme prévu initialement. Toute recherche qui était sous le seuil de 150 personnes a été écartée, ce qui est une jauge arbitraire sans précédent qui n'est pas utilisée d'habitude par le NHMRC qui finance des études qui contiennent moins de 150 patients. Il y a eu des conflits d'intérêts non divulgués. L'expert du premier comité qui montrait un rapport favorable à l'homéopathie, le professeur Fred Mandelson, avait conclu: Je suis impressionné par la rigueur, la minutie et l'approche systématique appliquée à cette évaluation. Les résultats sont présentés sans biais et d'une manière systématique et convaincante. 3 semaines après la remise de la première ébauche, son contrat et celui de son équipe sont abruptement résiliés. Un deuxième comité, dirigé par Peter Brook, refait le même exercice. Or, ce Peter Brook n'avait jamais déclaré son appartenance à un groupe anti-homéopathie, le groupe Friends of Science in Medicine. Donc, ce qui est quand même un conflit d'intérêts. Une méta-analyse suisse de 2006 avait été mandatée pour évaluer l'homéopathie suite à la demande pressante de la population et du corps médical. 20 sur 22 revues systématiques démontrent des résultats suggérant un effet positif. Et 24 sur 29 études démontrent un effet positif dans le domaine des allergies et des infections respiratoires supérieures. Ensuite, les méta-analyses du Dr Robert Matty, 4 méta-analyses de 2014 à 2019 sur des essais cliniques randomisés en double aveugle contre placebo. Et ce sont les premières méta-analyses qui séparent bien les traitements individualisés des traitements non individualisés. L'individualisation du traitement est quand même un principe clé en homéopathie, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner le même remède pour un même problème à 2 personnes différentes. Si je donne un exemple rapide, une douleur articulaire qui va être améliorée par le mouvement nécessitera peut-être la prise de rustoxicodendron, alors qu'une douleur articulaire qui va être aggravée par le mouvement et du coup le patient cherche le plus possible à rester immobile, à ne pas bouger, va plutôt nécessiter Brionia. Donc c'est difficile de faire des études classiques comme en médecine conventionnelle, parce que pour un même problème, on peut traiter de manière différente. On n'aura pas un seul médicament. Donc là, toutes ces méta-analyses, leur avantage par rapport aux précédentes méta-analyses, c'est qu'elles font bien la part des choses entre les études avec des traitements individualisés, c'est-à-dire dans tel cas on choisit rustoxicodendron, dans tel cas Brionia, ou non individualisés, c'est-à-dire douleur articulaire, on donne rustoxicodendron à tout le monde, sans savoir s'ils sont améliorés ou pas par le mouvement. Donc ces études, ces méta-analyses montrent qu'il y a quasiment 2 fois plus de probabilité d'avoir un effet bénéfique qu'un placebo lorsque le traitement est individualisé. Par contre, lorsque le traitement n'est pas individualisé, il y a un effet bénéfique léger, mais sans conclusion claire possible. En conclusion, il y a donc plusieurs niveaux de preuves, des preuves au niveau physico-chimique, spectroscopie, thermoluminescence, les domaines de cohérence, des preuves biologiques sur la dégranulation des basophiles, sur l'ADN, l'aspirine, la thyroxine, et des preuves cliniques, avec les méta-analyses, l'étude EPI3, les essais randomisés. Donc l'homéopathie n'est toujours pas acceptée par la pratique médicale, non pas faute de preuves d'efficacité, mais plutôt en raison de biais psychologiques liés à une incompréhension de son fonctionnement. Mais la science évolue, le débat mériterait d'être poursuivi avec honnêteté intellectuelle. Si vous voulez aller plus loin et que le sujet vous intéresse, il y a ce livre passionnant, Science, homéopathie et physique des hautes dilutions, les secrets de l'eau enfin dévoilés, par Jean-Pierre Radad Aoun et le regretté professeur Marc Henry. Et vous pouvez consulter le site du Homeopathy Research Institute qui montre toutes les recherches déjà menées et en cours sur l'homéopathie. C'est une mine d'informations passionnante pour tous ceux qui s'intéressent à la recherche en homéopathie.
Voilà, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet qui, à mon avis, est capital et nécessite pour tout homéopathe, tout étudiant en homéopathie, de maîtriser un petit peu les bases de la recherche afin de ne plus entendre l'homéopathie, ce n'est que de l'eau, et de pouvoir répondre un peu à ses détracteurs. Merci beaucoup et à bientôt.